À la veille de la COP26, Bruno Le Maire appelle la place financière parisienne à en faire plus pour le climat. Bonjour Xavier Timbaud. Oui, Jaco. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien, merci aussi. Économiste et directeur principal de l'OFCE. C'est Bruno Le Maire, donc le ministre des Finances et de l'Économie, qui lors du Climate Finance Day a estimé que l'effort des institutions financières n'était pas suffisant au regard, les efforts n'étaient pas suffisants au regard donc de l'accord de Paris. Est-ce que, voilà, et d'un côté, la place financière de Paris, c'est vrai, a fait des efforts depuis 2015, mais c'est vrai, c'est insuffisant? C'est insuffisant, oui, mais est-ce que c'est insuffisant parce que c'est la finance qui fait passer l'effort, ou est-ce que c'est insuffisant parce qu'on ne fait pas assez d'efforts pour investir dans la transition? Ça, c'est difficile à départager. Mais en tout cas, c'est clair, aujourd'hui, le montant des investissements dans la transition est très, très en deçà de ce qu'il est nécessaire. Et les montants qui sont nécessaires sont par ailleurs considérables. On évoque des chiffres autour de 7 000 milliards de dollars pour l'année 2030. Chaque année, hein, par Chaque an et année. par investissement pour réussir la transition énergétique et surtout respecter les objectifs des accords de Paris. C'est intéressant ce que vous nous dites là, Xavier, c'est-à-dire qu'il y a le rôle de la finance, mais il y a l'impulsion, il y a un signal pas assez fort envoyé par le politique et donc la finance française, les institutions financières françaises pourraient très bien renvoyer la patate chaude auprès du ministre de l'économie. Alors, oui, d'une certaine façon, elles peuvent effectivement un peu se défausser sur les autres acteurs. Il y a un certain nombre d'enjeux. Il y a l'idée que la finance accompagnera l'économie quand l'économie se mettra dans la transition. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est l'œuf ou la poule, là. C'est l'œuf ou la poule. Hein. Oui, alors quand il y aura un prix du carbone, du coup, les investisseurs réagiront à ce signal prix, arrêteront d'investir dans des solutions fossiles qui ne sont pas rentables à cause du prix du carbone, et donc du coup investiront dans des solutions vertes grâce au prix du carbone. Et là, du coup, la finance financera ces projets et elle fera son travail. Donc ça, ok, et du coup, c'est conditionné à un prix du carbone. Il y a quand même un autre aspect dans cette histoire, qui est qu'on pourrait imaginer d'avoir des régulations qui seraient faites au niveau de la finance, et qui donc produirait des incitations dans le domaine de la finance. Alors, c'est quoi ces régulations? Ça serait de dire, si vous investissez aujourd'hui dans des investissements qui ont un contenu en fossile, vous prenez un risque qui est que demain, le prix du carbone pourrait être plus élevé. Et ce risque aujourd'hui, vous ne le valorisez pas et vous ne renseignez pas vos clients, vos épargnants sur ce risque. Et donc, du coup, vous ne faites pas correctement votre travail. Donc ça, c'est l'idée de l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, McCartney, qui, depuis des années, plaide pour la prise en compte et l'information des clients du risque lié au fait de ne pas prendre correctement en compte les scénarios de prix du carbone pour le futur. Or, la finance, c'est le futur. Quand on investit aujourd'hui, c'est pour des résultats dans plusieurs années, plusieurs décennies. Et donc, du coup, il faut, dans ces investissements, bien prendre en compte ce qui peut se passer dans le futur. Voilà. Donc, la régulation qui pend au nez du secteur de la finance, c'est celle-là. C'est de lui dire, il va y avoir une appréciation, une fair value, comme c'est le cas pour les autres types de risques, mais qui va être liée, là, cette fois-ci, à des scénarios du prix du carbone. Et donc, du coup, vous allez devoir intégrer ça et agir en fonction de ces... Mais comment elles seront impactées, les banques, en cas de hausse du prix du carbone? En quoi elles sont impactées négativement? Elles sont impactées négativement parce que si vous prêtez de l'argent, par exemple, si on regarde une opération de prêt, si vous prêtez de l'argent à un investisseur qui va construire une centrale à charbon, aujourd'hui, la centrale à charbon, elle est très rentable parce que le prix du charbon est bas et que le prix du gaz est élevé. Et donc, du coup, il y a une très bonne rentabilité. Donc, mais un jour, elle ne le sera plus. Vous pouvez dire, OK, cet investissement est très rentable, je prête à un taux très bas parce qu'il n'y a pas de risque. Mais si dans 5 ans, le prix du carbone est à 100 € la tonne, la même centrale à charbon qui, par kilowatt par mégawatt émet une tonne de CO2 à peu près, va brusquement devenir absolument non rentable. Et donc, du coup, en tant que banquier, vous risquez de vous retrouver face à un actif échoué, c'est-à-dire un actif qui n'a plus de valeur, avec derrière votre investisseur qui va faire défaut, et ça va retomber comme prêt non performant pour la banque. Après, encore une fois, Xavier, l'idée c'est que
Enfin, c'est une question. Est-ce que la mobilisation de la finance est essentielle pour réussir, encore une fois, cette transition énergétique et respecter les accords de Paris? Quand on voit les montants, 7 000 milliards de dollars de financement, d'investissement chaque année nécessaires d'ici 2030 pour atteindre ces objectifs de Paris, on se dit que les États seuls n'auront pas les moyens de le faire. Ah ben alors, évidemment, les États seuls n'auront pas le moyen de le faire. Et puis en plus, ce qu'on ne dit pas, c'est que dans ces 7 000 milliards d'investissements, c'est principalement de l'investissement privé. Il s'agit, c'est pas des investissements publics. Les investissements dans le système énergétique, les investissements dans les transports, les investissements dans la rénovation des bâtiments, c'est pas l'État qui va faire, qui va payer votre voiture électrique ou votre centrale électrique à votre place. Donc c'est des opérateurs qui doivent investir, qui doivent déployer des nouvelles technologies qu'on maîtrise mal, sur des très très grandes échelles, parce que derrière il y a aussi une refonte des réseaux électriques, par exemple des dispositifs de stockage. Donc il y a un enjeu disons de technologie et de gestion de projet à très grande échelle qui est tout à fait considérable. Tout ça dans un avenir assez incertain, parce que quelle va être la régulation du prix du carbone, quelle va être l'acceptation par les populations de tel ou tel dispositif de transport d'électricité ou d'éolienne, quelles vont être les technologies qui vont émerger dans les 10-20 prochaines années sur ces domaines-là. Donc c'est des scénarios qui sont très risqués, des projets qui sont très risqués. Ça, c'est le travail de la finance. Innover, porter des projets de grande taille, les faire fonctionner, gérer les risques qui sont associés, qui sont tout à fait importants, et mobiliser de l'épargne pour arriver à financer ces projets. C'est véritablement ce qu'on attend du secteur financier. Et c'est évidemment pas de l'investissement public. L'investissement public, il existe dans tout ça, mais il sera pas le maillon principal. Le maillon principal, ça sera de l'investissement privé. Vous continuerez à payer l'électricité, vous continuerez à payer vous-même votre voiture électrique. Et ça, de ce point de vue-là, ça veut dire que ça sera des mécanismes de marché qui vont conduire à cette transition. Donc oui, le rôle de la finance, il est considérable. Quand Bruno Le Maire demande à la finance d'en faire plus, il pointe aussi ou pas le rôle des banques, les 6 plus grandes banques françaises qui se sont engagées à arrêter dès 2022 le financement des projets d'exploitation de pétrole de schiste, de gaz de schiste et de sable bitumineux. Ça va dans le bon sens. Après, on a les ONG qui disent certaines que tout ça c'est du greenwashing. Et puis il y a quand même l'AMF et la CPR qui ont publié cette semaine un rapport de suivi sur les engagements climatiques des banques. Et apparemment, parce qu'en substance, sur le charbon, des engagements, des progrès ont été accomplis, mais pas suffisamment sur les autres énergies fossiles. Sur le pétrole, sur le gaz, les grandes banques doivent en faire plus. Elles vont devoir en faire plus. Alors, il y a 2 points de vue qu'on peut avoir. C'est un point de vue, les banques doivent montrer l'exemple et donc doivent donner des impulsions et passer des messages parce que ce sont des intermédiaires indispensables et qu'elles ont un grand poids dans les décisions. Parce que quand une banque refuse de financer, en fait, les choses se font pas. Même si les banques sont en concurrence, mais bon, ce sont de gros acteurs qui peuvent être assez facilement coordonnés. Donc ça, c'est un premier point de vue. Et puis il y a le deuxième point de vue qui est peut-être plus pragmatique et plus efficace, qui consiste à dire, mais comment se fait-il qu'une banque puisse investir dans le charbon, par exemple, aujourd'hui, dans le pétrole et dans le gaz, alors qu'on sait qu'en 2050, on devra avoir atteint la neutralité carbone nette, et donc que très probablement, on ne pourra plus brûler du pétrole, on ne pourra plus brûler du gaz fossile et du gaz issu des sources renouvelables, du biogaz, et que donc en dehors de ces projets-là, mettre de l'argent aujourd'hui dans quelque chose dont on sait qu'il ne pourra plus être possible à un horizon de 30 ans, parce que c'est maintenant un horizon très très court, ça paraît invraisemblable. Et donc là, de ce point de vue-là, on se dit, peut-être que les banques sont en train de négliger cette dimension-là, et qu'il faut leur rappeler, les aiguillonner, peut-être aussi poussés par des régulations qui vont les obliger à calculer et à publier leur exposition à ce genre de risque pour modifier leur comportement. Parce que voilà, la banque ou la finance dans une économie, c'est véritablement le moyen de ramener le futur dans le présent. Et c'est précisément ce que la transition dans une économie neutre en carbone implique. C'est vraiment d'avoir une vision de long terme, enfin en tout cas une vision à 3 décennies, qui va permettre de prendre aujourd'hui les bonnes décisions. Ouais, les banques d'ailleurs qui, via la FBF, la Fédération bancaire française, qui se défendent en disant que les banques financent les énergies renouvelables, 44 milliards d'euros en 2020, augmentation de 70% en 4 ans. C'est sûr, les banques financent les énergies renouvelables parce qu'il y a un investissement qui est très important dans les énergies renouvelables.
et les banques ne sont pas réticentes face à ces investissements. Mais voilà, si on imagine le portefeuille d'une banque dans 10 ans ou dans 20 ans, effectivement, il n'y aura plus du tout d'activités liées aux fossiles, parce que ces activités-là, elles sont condamnées. Et comme elles sont condamnées, les banques ne peuvent pas prendre les risques qui sont associés. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Xavier Tinvaux, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Salut.